Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à votre 7e épisode de l'Info Négo. Alors, cette semaine, on sort de 2 jours de conciliation à la CEPAC, donc ça bouge. L'Institut Fraser sort une étude et puis on vous présente un sondage sur les enjeux de la négociation. Alors, bonjour Maryse. Bonjour Julien. On sort de 2 jours de conciliation à la CEPAC. Oui, effectivement. En fait, on a... Pas si pire, pas si pire. En fait, on a fait une journée et demie. Donc, on s'est vu lundi. C'était notre retour à l'employeur. On se souviendra que l'employeur nous avait fait une proposition. On a travaillé là-dessus. On a fait une contre-proposition lundi. On a travaillé. L'employeur nous aura fait une contre-proposition mardi matin. Ceci dit, on a quand même dit aux conciliateurs qu'on voulait revenir chez nous, qu'on voulait aller parler à notre conseil de négociation. Tu sais, Julien, on se souviendra que le conseil de négo, c'est là que je tire mes mandats. C'est le conseil de négociation qui vient alimenter le comité de négo. Alors, on veut savoir si on est capable d'explorer des pistes avec l'employeur, mais avant ça, ça prend l'aval du conseil de négociation. Là, j'entends au travers de la caméra tous les membres de la CEPAC qui disent « Mais qu'est-ce qui est proposé? Est-ce qu'il y a des offres mirobolantes? Est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs exactement ce qui est sur la table présentement? » Ou si on ne peut pas, pourquoi à ce stade-ci? Bien, en fait, dans le fond, on ne peut pas parce qu'il n'y a rien vraiment de proposé encore de concret. On est en train de travailler, on est à des pistes de solutions. Fait qu'évidemment, tu comprendras que je ne commencerai pas à dire, bien, il y a telle piste, telle piste, telle piste. C'est pas des morceaux choisis. Mais ce que je veux, par exemple, c'est que le conseil de négociation vienne nous dire, moi, telle piste pourrait être intéressante, continuez à travailler avec l'employeur là-dessus, ou non, il n'y en est pas question. Alors, c'est ça que j'ai besoin, c'est l'éclairage du conseil de négociation. Donc, c'est important que les membres parlent à leur structure syndicale, leur confient c'est quoi leurs attentes face à la négociation, qu'on ait un bon son du terrain lors du conseil. Exact. Mais moi, je vous dirais que je suis quand même assez encourageant. On a fait des pas. Puis, bref, je vois la lumière au bout du tunnel. Ah, intéressant. Alors, on revient peut-être sur le calendrier des prochains événements de négociation. Le 10 mars, on a... Dépôt des enjeux patronaux sur la table de négociation des ouvriers. Et le 26 mars? Alors, le 26 mars, chez les fonctionnaires, on revoit l'employeur et à ce moment-là, nous, on dépose notre dossier attraction. À la CEPAC, le 23 mars, on a un gros événement. Oui, en fait, 23 mars, 2 choses. Donc, tantôt, je te disais, on veut voir notre conseil de négociation. Alors, on voit notre conseil de négociation le 23 matin. Pour la suite des choses, il y a un sommet CEPAC. Alors, le 23 après-midi et le 24 mars au matin. Mais nous, si déjà le 23 à midi, j'ai mes mandats du conseil de négociation, bien, le comité de négociation retourne à la table de négo le 23 en après-midi. Et puis, on rappelle que le sommet CEPAC, ça, c'est tous les délégués qui sont présents à la CEPAC, qui sont invités ici à Québec au siège social. C'est pas une personne par établissement, là, c'est tous les délégués de la CEPAC. On va jaser de moyens de pression, exact. Puis on va donner des grandes orientations pour la suite des choses si ce qui est exploré présentement finit par ne pas être suffisant. Bien, voilà, la saison commence. Fait qu'alors, on veut savoir comment on se gouvernera par rapport à la prochaine saison. Voilà. Et puis finalement, 31 mars? Alors, 31 mars, on l'avait dit, dépôt, dans le fond, des revendications syndicales à Revenu Québec. On reçoit pour le sujet de la semaine Nadia Lévesque, qui est conseillère stratégique Salut. à la négociation. On va parler d'un sondage en soutien à la négociation qui s'en vient. Peux-tu nous présenter un peu, Nadia, ce que c'est ce sondage-là, dans les grandes lignes? Ça va consister à quel genre de questions? Oui, dans le fond, il y a environ 1 an, on avait fait un sondage pour créer le palmarès des ministères et des organismes. Et dans ce sondage-là, on avait posé la question à nos gens, à savoir, est-ce que vous êtes en recherche active d'emploi? Est-ce que vous voulez changer d'emploi? Et les résultats étaient surprenants. Il y a beaucoup de gens qui veulent quitter leur emploi. Et donc, on s'est dit, 1 an plus tard, à l'aube de notre premier dépôt vraiment syndical sur la question de l'attraction, on voudrait savoir on en est où. Est-ce que ça a augmenté? Est-ce que ça a diminué? Donc, on fait un sondage pour connaître la réponse. Puis, évidemment que la réponse viendra en soutien à la table de négociation des fonctionnaires et des ouvriers
puisque l'attraction est un de nos 3 enjeux principaux. Donc, pour l'instant, ce sondage-là concerne les accréditations fonctionnaires et ouvriers. Donc, c'est ces deux groupes-là qui vont être appelés à répondre à ce stade-ci. Comment est-ce que les membres peuvent y participer? Les membres qui sont déjà inscrits à notre infolette vont recevoir un courriel avec un lien direct vers le sondage sur la plateforme SurveyMonkey. Donc, ils auront juste à cliquer dessus le lien, puis ils seront amenés. Ça devrait prendre environ 5 minutes à répondre, donc ce n'est pas, c'est pas très long. C'est des questions oui ou non, des choix de réponse, donc c'est pensé pour que ça se fasse bien, soit sur le téléphone ou sur une tablette ou sur l'ordi. Sinon, sur le site Internet Nego 2020, si les gens ne sont pas abonnés encore à notre infolette, ils pourront aller également cliquer sur un lien qui va les amener sur le sondage SurveyMonkey. Est-ce que les résultats de ce sondage-là vont être rendus publics? On a des membres curieux, probablement qui aimeraient bien avoir les résultats du sondage. J'en doute pas que les gens aimeraient le savoir. Malgré ça, on ne pourra pas les rendre publics parce que vous comprenez que c'est des informations stratégiques que le comité de négociation utilise à la table. Si on les rend publics, on dilue leur pouvoir parce qu'évidemment, le divulguer, soit ici dans le bulletin ou sur nos diverses plateformes de communication, bien évidemment que la partie patronale va être au courant. Et est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'éventuellement d'autres accréditations puissent également participer à des sondages du même genre pour, mettons, revenus dans les mois qui vont suivre? Je pense que c'est une voie d'avenir quand on négocie, de pouvoir prendre avec les technologies. On est capable maintenant de prendre le pouls de notre membership, plus rapidement et de manière plus précise que dans certains groupes où on pourrait être en tournée. Donc, je sais qu'à Revenu, ils ont l'intention de le faire et il y a peut-être d'autres accréditations aussi qui ont utilisé SurveyMonkey pour sonder les membres, notamment pour l'élaboration des cahiers de charges. Donc, je pense que c'est une pratique qui est appelée à être utilisée de plus en plus. En tout cas, au SFPQ. Merci beaucoup, Nadia. Ça fait plaisir. Donc, on encourage tous nos membres, fonctionnaires et ouvriers à répondre en grand nombre à ce sondage-là et à le partager à leurs confrères, consoeurs qui ne seraient peut-être pas là, sur nos outils électroniques pour l'instant. Effectivement. Dernière donnée, les fonctionnaires québécois gagneraient plus cher, selon une étude de l'Institut Fraser. Alain, c'est près même de 10 de plus que dans le secteur privé. Évidemment, l'étude de l'Institut Fraser a fait bondir les syndicats. Écoutez. J'accorde pas de crédibilité à ça, c'est du gros n'importe quoi. Mais c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui décide de prendre cette étude-là, qui fait pas les bonnes comparaisons, sort ça, ben ça nous fait mal, c'est clair. C'est à moi après ça de dire un instant, on va chercher les vrais chiffres, on va vraiment se comparer, puis on va aller voir ce que l'Institut de la statistique du Québec dit. Cette semaine, dans la revue de presse, Maryse, qui est notre vedette de l'Info-Négo, a aussi été la vedette dans l'actualité en ce qui concerne l'enquête de l'Institut Fraser. On rappelle que l'Institut Fraser est un groupe de pression très à droite qui est financé par des multinationales. Et, grosse surprise, il a fait une enquête sur les salaires et les conditions de travail du secteur public. Quels étaient leurs résultats, Maryse? Bien, en fait, ce que ça disait, c'est que dans le fond, on gagnait beaucoup plus que le privé. Évidemment, j'ai qualifié cette étude-là, comme tu le fais toi-même, de gros n'importe quoi, et je maintiens ce qualificatif-là. Dans le fond, ils n'ont fait aucune distinction. Alors, on sait que, d'une part, on n'est pas comparable avec les employés municipaux, on ne l'est pas non plus avec les fédéraux. Alors, eux autres, c'est tout du monde. On est tous dans un état, alors c'est tout pareil. Puis en plus de ça, ce qu'on ne sait pas, c'est que quand ils nous comparent avec le privé, ils ont pris quoi comme privé? Est-ce qu'ils ont pris la petite PME sur le coin de la rue? Tu sais, quand on se dit on doit se comparer avec du comparable, nous, ce qu'on regarde, c'est des entreprises, 250 employés et plus, syndiqués. Alors, tu sais, j'ai rien contre la petite PME, mais venez pas me dire que ça peut être pareil à ce qu'on retrouve, par exemple, au gouvernement du Québec. Alors, donc, c'est ça. Fait que moi, j'ai un gros bémol sur cette étude-là. Ça fait 3 ans qu'on dit d'ajuster les conditions de travail pour pouvoir avoir du monde pour le faire. Alors, on voit à l'écran Christian Daigle, notre président général, qui a été brassé la cage du MTQ concernant le déneigement. On sait que le MTQ a échoué à reprendre à son compte une bonne partie du déneigement. Donc, Christian a été dénoncé cette situation-là dans un reportage qui a été largement diffusé. On a besoin de 80 conducteurs pour l'équipement à l'eau, pour pouvoir faire le déneigement, puis on a réussi à en embaucher 5 seulement. À la période des questions, on commence avec une question de Maxime Lachaine qui est ouvrier. Il se demande pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas des échelons de classement, un peu comme pour les fonctionnaires, mais pour les ouvriers aussi. En fait, je te dirais, Julien, que c'est pas une bonne idée, puis je vais t'expliquer pourquoi. Des fois, on a l'impression que si on avait des échelons, bien, ça me permettrait d'augmenter mon salaire.
chez les ouvriers, la chance qu'ils ont, c'est que quand ils arrivent au maximum. Puis le but de l'exercice, c'est d'arriver au maximum le plus rapidement possible de son salaire, parce que c'est ce salaire-là qu'on prend pour calculer notre retraite. Alors, je comprends, dans le fond, ce qui est souhaité, c'est de dire, bien, j'aimerais ça pour arriver au maximum, puis que je pourrais avoir une progression de mon salaire, mais comprenez que ce ne serait pas l'idéal. Ce qu'on veut, c'est augmenter le maximum. Exact. On a aussi une suite de questions. C'est M. Régent Fauché qui revient sur un commentaire qu'avait fait Annie Fortin, auquel on a répondu dans une capsule précédente, qui trouvait qu'à l'intérieur des publicités qui ont été diffusées à la télévision, les fonctionnaires étaient moins représentés que les ouvriers. Donc, Maryse, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a eu plus de capsules ouvriers? Non, en fait, en réalité, Julien, quand on a demandé à la firme, dans le fond, ça a été équitable. Alors, peut-être que quand j'ai pris j'étais arrivé puis j'ai vu l'annonce, bien, peut-être que là, j'ai vu la publicité qui était chez les ouvriers. Peut-être que ça, c'est arrivé plus de fois, mais de façon générale, elles ont été présentées le même nombre de fois chacune. Voilà, on a 3 groupes, revenus, ouvriers, fonctionnaires. Les 3 ont été représentés grosso modo la même chose. Ensuite, on a également une question de Yannick Vermette. Qui nous fait part de son inquiétude de ne pas être inclus dans une future opération 44-48. Yannick mentionne que c'est intéressant le fait qu'on ait concentré nos demandes sur la question monétaire, mais se préoccupe du fait que, mais il aurait peut-être fallu aussi penser à rendre permanent un maximum de gens. Là, En fait, écoute, moi, là, dans le fond, Julien, ce qui est paradoxal là-dedans, là, c'est qu'on en fait une demande syndicale depuis le début des années 2000. Alors, au début des années 2000, on a introduit ça, les 55-60, j'en suis moi-même une, d'ailleurs, tu sais. Et là, on disait au gouvernement, vous avez trop de faux occasionnels, puis il faut que vous commenciez à nommer. Mais qui peut nommer dans la vie, là? C'est le gouvernement. Fait que demain matin, le gouvernement décide qu'il y a trop d'occasionnels puis qu'il veut nommer. J'ai aucun problème avec ça. Ça devrait même pas être une demande syndicale. Alors, on n'est pas en train d'oublier les occasionnels. J'ai été 13 ans moi-même. Mais cette fois-ci, oui, on a décidé de concentrer nos demandes sur du monétaire. Et je rappellerai aussi à Yannick que tout ça, ces demandes-là, dans le fond, ça a fait l'objet aussi d'un conseil de négociation. Tantôt, je le disais, c'est le conseil de négo qui nous donne les mandats. Fait que je peux pas aujourd'hui commencer à rechanger les mandats, faire une tournée auprès des membres, parce que les membres ont voté sur nos orientations aussi, qu'on s'en va en négociation. Mais je dis à M. Vermette que si le gouvernement, puis c'est un de ses enjeux, c'est le maintien de la qualité des services, on se souviendra, bien, si ça passe par de nommer des gens permanents, je n'ai aucun problème avec ça. Il a carte blanche en ce qui me concerne. Excellent. Merci, Maryse. Ça fait plaisir. Alors, vous écoutiez le 7e épisode de votre Info Négo. On vous rappelle que vous pouvez nous transmettre vos questions concernant la négociation à l'adresse communication@sfpq.qc.ca. On vous remercie pour votre écoute et à la semaine prochaine.